Alors nous allons aborder maintenant la deuxième table ronde de ce dimanche matin. Et on est en année olympique. Et l'année olympique est le moment idéal pour sensibiliser et informer les professionnels de santé et le grand public sur l'importance d'une activité physique régulière et sur son rôle, peut-être moins connu, dans la prévention et la prise en charge de la douleur. Cette table ronde a été élaborée en partenariat avec Sanofi, partenaire des Jeux olympiques et paralympiques Paris 2024. Nous y entendrons des témoignages d'athlètes de haut niveau, comme Héloïse Le Sueur, championne du monde en salle de saut en longueur, mais également patiente arthrosique et lombalgique, de pharmaciens d'officine, mais également athlètes, qui nous apportera des conseils pour lever les freins de nos patients à la pratique d'une activité physique. Mais pour développer tout cela, je vais maintenant passer le relais à Béatrice Cléras-Mailloux, pharmacien, présidente de la Société francophone des sciences pharmaceutiques officinales et qui sera modératrice et intervenante aussi sur cette table ronde. Merci. Bonjour à tous. Marcel Proust disait « La douleur est un aussi puissant modificateur de la réalité que l'ivresse ». Baudelaire préférait l'interpeller « Sois sage, ô ma douleur, et tiens-toi plus tranquille ». Quoi qu'il en soit, des petits bobos aux grands mots, nous sommes tous et toutes concernés par la douleur, même si on préfère l'éviter, parce que qu'elle soit superficielle ou pathologique, elle vient gâcher nos moments de plaisir. En France, la douleur est la première cause de consultation en médecine générale et dans les services d'accueil des urgences, avec près de 2/3 des consultations médicales. Elle concerne 12 millions de Français, soit 20% de la population. 30% d'adultes souffrent de douleurs chroniques. Ce sont des chiffres de l'ANSM de février 2024. Sport et douleur, tel est le titre de cette session, mais peut-être aurait-il été plus juste de parler de douleur et sport, car ce que nous allons évoquer aujourd'hui, c'est comment le sport peut venir en aide aux personnes douloureuses. Que le sport génère de la douleur, tout le monde le sait. Lorsqu'on pratique une activité sportive régulièrement, nous sommes parfois exposés à de petites douleurs. Le sport comme thérapie de la douleur, nous devons en être convaincus et surtout nous devons convaincre nos patients douloureux chroniques qu'avoir une activité sportive adaptée ne peut être que bénéfique pour eux. En effet, dans l'approche de la douleur, il n'y a pas que l'approche médicamenteuse, c'est une approche multimodale dont le sport fait partie. Alors certes, le sport sur ordonnance a progressivement fait son apparition dans les textes de loi français, puisqu'en 2016, un décret vient encadrer cette prescription et de nombreuses études mettent en évidence l'impact positif de l'activité physique dans bon nombre de domaines. Mais comment faire à l'officine pour relayer ce message ? Comment accompagner ceux qui, douloureux depuis des années, n'osent pas se lancer? C'est ce que nous allons essayer de voir aujourd'hui. Et alors, je vais commencer par être très malpolie, puisque je vais d'abord parler de moi. Je suis ici avec ma casquette, et uniquement ma casquette de coprésidente de la SFSPO. La SFSPO, c'est la Société française des sciences pharmaceutiques officinales, qui a été créée en 2017, et dont l'objectif est de réfléchir à nos pratiques au quotidien, à nos pratiques professionnelles, et d'essayer, par des études, par des enquêtes en vie réelle, d'améliorer nos pratiques au quotidien. Alors, très rapidement, parce que ce n'est pas l'objet, mais qu'est-ce qu'on a fait de très concret si on parle de la douleur ?
On a travaillé avec l'OFMA, qui est l'Observatoire français des médicaments antalgiques, sur un guide de bon usage des médicaments. Et puis surtout, on a travaillé sur l'arbre douleur en partenariat avec les laboratoires Sanofi, qui est un outil très pratique, facile à utiliser au comptoir et qui permet d'optimiser la prise en charge des patients céphalalgiques. Et la grande fierté, c'est qu'on a été lauréat du prix Galien 2023 et que la semaine prochaine, ou dans 10 jours, eh bien, nous allons défendre ce prix à l'international. Donc, on peut être fier de cela. Mais aujourd'hui, pour vous parler de sport et douleur ou de douleur et sport, comme vous le voulez, je ne suis pas toute seule et eh bien, il n'y a que des femmes sur ce plateau. Alors c'est un peu rigolo parce qu'en fait, ce n'est qu'en 1900, aux Jeux Olympiques de Paris, que les femmes ont été admises à rentrer dans les Jeux Olympiques, dans la compétition. Et cette année, en 2024, il y a une stricte parité aux Jeux Olympiques entre les hommes et les femmes. Eh bien, nous avons fait aujourd'hui un choix différent pour vous parler de sport et douleur. Alors, on n'aurait pas pu être là sans notre partenaire industriel, et je remercie évidemment les laboratoires Sanofi. Et je vais donner tout de suite la parole à Louise Desbaux. Je vais vous laisser vous présenter et puis peut-être nous expliquer pourquoi, en cette année olympique, vous avez fait le choix d'être partenaire des Jeux Olympiques 2024. Oui, merci beaucoup Béatrice. Donc Louise Desbaux, moi je suis responsable de l'activation du partenariat qu'on a avec Paris 2024 pour 4 marques chez Sanofi dans l'entité grand public. Alors ça y est, on a passé la barre des 50 jours avant les Jeux et aujourd'hui on est 80 jours avant les Jeux paralympiques. Et c'est vrai que c'est une vraie fierté pour nous, Sanofi, d'être finalement le seul laboratoire partenaire de ces Jeux, étant donné que sport et santé sont tellement liés. Et une des raisons pour lesquelles nous sommes ici aujourd'hui, c'est d'en parler. Alors, ce partenariat avec les Jeux, il n'a pas commencé il y a 50 ou 80 jours. Chez Sanofi, il a commencé il y a un peu plus longtemps, au travers de différentes initiatives qu'on met en place, notamment en interne, pour commencer à faire bouger les collaborateurs et les inspirer autour de l'activité physique et des valeurs en fait, des athlètes. Donc on a 14 athlètes avec qui on travaille chez Sanofi, qui vont infuser les valeurs de résilience, de dépassement de soi, et qui font régulièrement des conférences auprès des collaborateurs. On a aussi 2024, voilà, on a joué un petit peu sur les chiffres, 2024 volontaires, qui sont des collaborateurs Sanofi, qui vont participer du coup aux Jeux de Paris 2024. Et infuser du coup aussi ces valeurs qu'on partage en commun avec Paris 2024. On a aussi 294 porteurs de flammes chez Sanofi. D'ailleurs, ils sont passés pas très loin le 30 mai en région Normandie à Lisieux récemment. C'est vrai que c'est des vrais moments de fierté pour transporter nos valeurs au travers de la France. Et très récemment, pas plus tard que la semaine dernière, le plus gros événement a été fait chez Sanofi qui réunissait près de 10 000 collaborateurs. L'objectif, c'est vraiment de créer une compétition géante. On se dit que si on veut parler d'activité physique, eh bien, il faut commencer déjà en interne. Donc on a commencé avec cette compétition qui a commencé l'année dernière. Il y avait une grande finale la semaine dernière et les collaborateurs étaient très fiers. Ça réunissait vraiment des collaborateurs du monde entier. Et en tout et pour tout, avec toutes ces initiatives, finalement chez Sanofi, il y a plus de 8000 Sanofiens qui sont investis dans le partenariat avec Paris 2024. Donc c'est une très grande fierté pour commencer à parler d'activité physique et le faire savoir au plus grand monde. Et alors, concrètement, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu plus de cet investissement que vous mettez finalement ? Tout à fait. Alors concrètement, c'est vrai que si on revient sur quelques chiffres clés de cet événement qui est les Jeux de Paris 2024, alors on peut se dire qu'en fait c'est vraiment déjà le premier élément. La dernière fois que ça a eu lieu à Paris, c'était il y a 100 ans. Là, on peut se dire que c'est un événement qui arrive une fois dans une vie et que du coup il faut mettre un peu les bouchées doubles pour en parler. C'est un événement d'envergure. Aujourd'hui, il y a 10 millions de billets qui ont été vendus pour Paris 2024, un tiers à peu près pour l'international.
et il y a 4 milliards de téléspectateurs. Donc un événement où aujourd'hui, nous, ça devient intéressant aussi d'être partenaire et de valoriser nos marques, mais aussi, bien évidemment, toutes les initiatives qu'on fait autour de ça, notamment au travers du sport, de l'activité physique. Et finalement, on pourrait penser aussi que c'est que à Paris, mais pas tellement. Il y a d'autres villes dans lesquelles il y a des stades où vont se dérouler des épreuves de Paris 2024, mais aussi au travers du relais de la flamme. C'est vrai que ça génère du trafic dans toute la France et ça la fait aussi rayonner. Alors on a 4 marques qui sont partenaires. L'idée, c'est évidemment de capitaliser sur cet événement d'envergure, comme je vous l'ai mentionné. Et on se dit aussi que, à travers de ce partenariat, on a quelques chiffres qui disent que 70% des Français déclarent que le partenariat les incite à acheter des produits de marque. Donc bien évidemment, c'est une aubaine pour nous pour investir, mais aussi à valoriser en fait en officine, parce que ça va forcément driver du trafic. Et aujourd'hui, nous, on capitalise là-dessus en faisant des campagnes différenciantes, que ce soit à la télé, que ce soit des événements, que ce soit aussi en digital. Et bien évidemment, on est conscient que ce sera une réussite aussi si tous les produits en officine sont présents aussi au moment de cette augmentation de trafic, et c'est ce qui sera prévu. C'est très important aussi de capitaliser sur ce moment-là pour vous fournir, à vous aussi, professionnels de santé, tous les éléments pour un conseil adapté sur l'activité physique. Parce que plus que jamais, finalement, c'est à ce moment-là qu'on va en parler. Donc on a développé différentes campagnes d'envergure sur les différentes marques. Et je voudrais surtout revenir sur la partie douleur aussi qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui. Je ne sais pas si vous connaissez le Campus Douleur, mais c'est une plateforme digitale qui évolue régulièrement avec des contenus qui sont régulièrement apportés sur cette plateforme et qui va relayer des campagnes donc, en lien avec tout ce qu'on a fait jusqu'à présent sur le bon usage, aujourd'hui sur l'activité physique et le bienfait qu'elle peut apporter notamment sur les douleurs. Vous pourrez y retrouver des contenus réalisés par des experts et animés aussi par Héloïse qui est ici, sur notamment les bienfaits de l'activité physique, sur la place de l'activité physique dans la prise en charge de la douleur chronique, sur aussi la prescription d'activité physique. Et notamment, vous pourrez retrouver dès aujourd'hui sur le stand une brochure avec des conseils pour les patients que je vous invite à aller regarder juste après la conférence. Moi, j'ai une question en interne. Comment ce partenariat et cet investissement a été vécu par vos collaborateurs? Comment il a été accueilli? Alors avec je ne pourrais pas tellement parler à leur place, mais de ce que je vois une très grande fierté finalement. On est fiers de participer à un des plus grands événements mondiaux et surtout avec notre casquette, je dirais, de santé en fait, en se disant que sport et santé sont vraiment tellement liés qu'on a vraiment un rôle à jouer. Je pense que ça rend vraiment, oui, tous les collaborateurs assez fiers. Et au niveau des pharmaciens, est-ce que vous avez des retours, des remontées de terrain sur cet investissement particulier? Alors, on a quelques remontées de terrain. Le gros, vraiment, va se jouer vraiment pendant les Jeux, où on a, là, on commence déjà à parler depuis le début de l'année, voire même fin de l'année dernière, de l'activité physique et des conseils qu'on pourrait apporter aux patients. Le gros, c'est vraiment pendant les Jeux où là, il y a une activité, une activation qui est prévue en officine spécifique, qui a plutôt été très bien accueillie par les pharmaciens parce qu'ils avaient très envie de faire part de ces Jeux. Ils ne savaient pas tellement comment. Et finalement, on leur a apporté quelques clés pour pouvoir jouer le jeu des jeux, hein, en fait, en officine. Alors, avant de passer la parole et de cuisiner mes deux autres invités, je vais faire un petit retour en arrière quand même, parce que quand on parle d'activité physique adaptée, il y a quelques dates malgré tout à retenir. On parle d'activité physique adaptée depuis 2011, avec la loi de modernisation ensuite de 2016, il y a eu des textes et on a vu émerger cette notion de sport sur ordonnance. Une stratégie nationale 2019-2024, mais on le réévoquera avec Lucille,
et un rapport de l'INSERM qui explique à quel point l'activité physique adaptée est bénéfique, non seulement en termes de prévention, mais également pour prendre en charge certains types de douleurs. 2022, encore un coup de boutoir pour essayer de démocratiser le sport en France, avec une possibilité pour tous les médecins de prescrire cette activité physique adaptée, et en plus étendue donc aux maladies chroniques. Et puis, évidemment, de la littérature dans les guides de la HAS, notamment 2023-2024. Et là, je crois, mais on en reparlera tout à l'heure, que la HAS vient de sortir un papier indiquant que le premier traitement du diabète, c'est avant tout l'activité physique adaptée. Donc, vous voyez bien, diabète de type 2, qu'on est en plein dans l'actualité et que l'activité physique adaptée ne concerne pas uniquement la prise en charge de la douleur, mais bien, on est bien dans la prévention, prévention secondaire. On le voit également en oncologie, puisqu'on sait aujourd'hui que des études ont montré un impact positif, notamment chez les femmes atteintes de cancer du sein, sur la fatigue liée à la pathologie cancéreuse, mais également en termes de prédiction de rechute de cancer, l'impact sur les maladies métaboliques et puis évidemment l'impact sur les douleurs musculaires. Mais quoi de plus parlant que d'en parler de l'intérieur. Alors merci Louise pour les outils que vous allez mettre à notre disposition, mais effectivement on va vivre avec Héloïse de l'intérieur cette douleur. Et tout de suite, Héloïse, finalement, vous allez avoir la même punition que moi. D'abord, vous allez parler de vous, vous présenter et nous expliquer comment vous avez vécu cette douleur, qu'est-ce qui vous est arrivé et surtout, qu'est-ce que vous avez fait pour être là aujourd'hui avec nous. Alors, bonjour à tous. Donc, je suis évidemment heureuse et ravie de pouvoir parler de ce que je connais le mieux, donc c'est de moi. Alors, je m'appelle donc Héloïse Le Sueur, je suis sauteuse en longueur. J'ai 35 ans, je suis... je déteste le faire, mais je vais quand même vous parler de mon palmarès parce que c'est important que je le fasse parce que du coup, ça va vous permettre un peu de comprendre finalement le fil rouge, ça sera un peu mon fil conducteur. Donc, je suis championne du monde en salle, double championne d'Europe, vice-championne d'Europe, j'ai le record de France de saut en longueur également, et je suis 22 fois championne de France. Donc je suis athlète professionnelle depuis que j'ai 18 ans, vraiment 18 ans, oui. Et à l'âge de 19 ans, suite à un footing, sur un footing, j'ai ressenti une vive douleur, et suite à des examens, il s'est avéré que j'avais une chondropathie rotulienne grade 4 sur le genou gauche, et un grade 3 sur le genou droit. Donc évidemment, c'est le comble pour une sauteuse en longueur. Hein. Mais voilà, donc à la suite de ça, il a fallu que je fasse un examen. Donc je suis partie voir un chirurgien qui m'a dit, écoute, voilà, là c'est assez compliqué, mais je te propose 3 solutions. C'est on part sur un simple peignage, ou sinon on va partir sur une greffe osseuse, ou voilà, quelque chose d'assez compliqué. Donc moi je me suis dit, il faut qu'on parte sur quelque chose de simple, on va partir sur un simple peignage. Et il m'a dit, bon, ça peut fonctionner, mais tes cartilages sont très très abîmés. Évidemment à ce moment-là je souffrais déjà, mais c'était la seule solution. Donc à partir de là on part sur ce simple peignage, et il m'avait dit, normalement dans 2 semaines tu pourras retirer tes béquilles et puis reprendre ton activité physique. Il ne m'a pas fallu 2 semaines, il m'en a fallu quasiment 12 pour pouvoir remarcher sans béquilles, ce qui a été évidemment accompagné de douleurs très vives et l'incapacité de me déplacer donc sans ces béquilles. Et moi, je me retrouvais un peu dans une forme d'impasse parce que j'avais très mal, j'avais que 19 ans, j'avais évidemment envie de poursuivre ma jeune carrière qui finalement venait de débuter, et je me suis finalement retournée vers mon ostéo qui m'a dit, écoute Héloïse, je pense que je vois à quel point tu souffres, mais je vais te dire ce que j'en pense et tu en feras finalement ce que tu veux. Il faut absolument que tu te remuscles
Et ce sera déjà la première étape pour parler déjà de fonctionner finalement sans béquille, de fonctionner sans béquille, de pouvoir te déplacer sans béquille. Et à la suite de ça, on pourra éventuellement parler de performance finalement et de haut niveau. Mais la première chose, c'est de ne plus avoir mal. Donc, s'en est suivi évidemment une longue rééducation, douloureuse, mais donc c'est ce que finalement je vous disais, c'est que à la suite de ça, j'ai quand même pu construire mon palmarès parce que je suis passée par cette phase de douleur, ces phases évidemment très compliquées où on se sent seul parce que l'accompagnement, on est un peu dans une forme de désert thérapeutique où on se sent très peu accompagné. Il y a eu peu d'accompagnement, selon moi en tout cas, dans cette phase de recherche de progresser sans médicaments. Et la personne qui a été en capacité de me dire voilà la solution que je te propose, essayons, oui ça va être douloureux, mais de toute façon tu souffres déjà, essayons et tu verras. Et en effet, ça a été la solution qui m'a permis de faire ce beau palmarès et de vous parler aujourd'hui. Mais alors, moi, j'ai tout de suite envie de vous poser une question, Héloïse. C'est dans votre parcours, vous n'avez pas rencontré de pharmacien qui ait pu vous accompagner, vous conseiller? Alors, je suis désolée, hein, effectivement. Mais non, en effet, dans mon parcours, je me suis sentie particulièrement seule. Désolée, Lucille. Mais non, à ce moment-là, on se sent vraiment, vraiment très seul. Donc, la douleur plus cette sensation de solitude, je vous assure que avant de parler du côté sportif, du fait que je sois une sportive de haut niveau, je tiens à dire que je suis une femme, que je suis aussi une maman. Et quand je me présente justement face à un pharmacien dans une officine, je me présente qu'en tant que femme finalement. Et on n'est malheureusement pas suffisamment aiguillée et accompagnée dans ces moments-là. Ça vous étonne, Lucille? Alors non, ça ne m'étonne pas du tout. Clairement, nous, pharmaciens d'officine, on n'est pas formés du tout à la douleur du sportif. Et ce n'est pas dans notre cursus universitaire. Et là, c'est bien qu'effectivement l'HAS se rende compte que l'activité physique, c'est un traitement, il faut savoir, c'est un traitement non médicamenteux de la douleur. Et qu'on prenne la chose à bras-le-corps et qu'on forme les officinaux. Donc effectivement, moi je suis très contente du partenariat avec Sanofi parce qu'on a travaillé sur des brochures qu'on va pouvoir donner aux médecins, qu'on va pouvoir donner aux patients avec effectivement des conseils simples, concrets, pour en fait déjà une prise de connaissance des bienfaits de l'activité physique. Et puis un démarrage effectivement dans cette activité physique. Alors, pour revenir à vous, Héloïse, on a bien compris que ça a été un peu le parcours du combattant, mais comment c'est quoi votre vécu finalement de sportif de haut niveau avec cette arthrose doublée, j'ai cru comprendre, de lombalgie? Est-ce que vous pouvez nous dire? Alors, en fait, mon fil conducteur, ça reste le sport. Pas le sport de haut niveau. Avant de faire du sport de haut niveau, ça a été quand même du sport adapté à mes besoins et à mes contraintes. Donc aujourd'hui, je sais que je suis, faut pas le voir de manière négative, mais condamnée à faire du sport parce que je dois vivre avec ces douleurs lombalgiques et arthrosiques. C'est en moi, c'est comme ça ne se voit pas, oui, je sais, mais c'est là, c'est bien présent. Et effectivement, je sais que le sport est mon médicament principal. Parfois, évidemment, il y a un accompagnement médicamenteux, mais ça restera et ça reste le sport qui me permet de me tenir debout tous les jours et de vivre avec mes douleurs. Et cette lombalgie est arrivée après votre problème? Oui. Moi, vous savez, c'est arrivé un peu avec un peu tout. Le sport, c'est ce qui est le sport de haut niveau, c'est malheureusement ça, c'est pousser son sport dans des limites, aller toujours plus loin. Et c'est en allant plus loin que y a des endroits qui lâchent, qui sont un peu défaillants. Et justement, en effet, c'est lors d'une énième compétition ou entraînement où les douleurs lombalgiques sont arrivées et qu'on s'était rendu compte qu'il y avait un énorme déficit entre mon bas du corps, donc qui est quand même finalement la partie
qui propulse dans le saut, et le haut du corps, mais en fait, il y a toujours quand même besoin d'un équilibre en fait corporel. Il faut quand même qu'il y ait, évidemment, je ne serai jamais aussi costaud du haut, mais en attendant, on s'est rendu compte que la résonance qu'il pouvait y avoir dans le bas du corps remontait dans le haut, et du coup mettait en exergue justement ces parties qui pouvaient être beaucoup plus sensibles et beaucoup plus fragiles. Donc des douleurs lombalgiques sont arrivées, et là pareil, on a dû se dire, écoute, il va falloir se remuscler, il va falloir faire un travail autour de cette colonne vertébrale, faire en sorte que tout tienne. Pareil autour de mes rotules, finalement, ça a été l'obligation de devoir avoir un vaste interne et un vaste externe beaucoup plus solide, avoir un mollet qui tienne aussi, enfin voilà, toute la chaîne musculaire qui est autour de ces articulations, qu'ils soient en capacité de retenir lorsqu'il y a des mouvements qui peuvent être parasites, ou des mouvements même ne serait-ce que du quotidien, vous savez, monter ou descendre des escaliers. Enfin moi je fais un concert à moi toute seule, mais par contre je n'ai pas mal. Voilà. C'est intéressant ce que vous dites, parce que ça veut dire que finalement, quand on a, nous, une plainte à l'officine d'un patient lombalgique, il faut ouvrir notre scope et ne pas se focaliser que sur la douleur lombaire, et essayer de comprendre s'il n'y a pas un déséquilibre ailleurs pour une meilleure prise en charge. Bien sûr. Et du coup, dans votre parcours, ce sont les médecins qui vous ont sauvé la vie, sauvé la mise? Eh ben non. Désolée. Non, là pour le coup, encore une fois, c'est les pauvres. Vraiment désolée, mais là pour le coup, c'est vrai que ça a été mon kiné ostéopathe, kiné ostéopathe du sport, qui lui s'est rendu compte de la nécessité de muscler, donc d'être tout simplement. En fait, on est tous composés finalement d'os, d'articulations, de muscles. Mais par contre, on ne peut pas avoir un déséquilibre os, muscle, c'est pas possible, parce qu'à un moment, si on n'est pas suffisamment musclé, ce sont les articulations qui prennent. Et on s'en rend compte finalement rapidement que, en ayant juste un tonus musculaire un peu plus élevé, on va mieux. Donc, pour faire du sport de haut niveau, évidemment, je dois élever davantage ce tonus musculaire. Mais par contre, oui, c'est prouvé qu'en ayant une musculature conforme à notre activité, et puis même ne serait-ce que très peu d'activité, c'est nécessaire, et finalement ça reste vital. On en a besoin pour nos déplacements quotidiens, on en a besoin pour se sentir bien, on en a besoin pour être capable de se baisser, pour ramasser quelque chose, pour se lever la tête, enfin peu importe, mais on a besoin d'avoir des muscles qui nous tiennent et qui nous permettent de faire ce qu'on souhaite réaliser, tout simplement. Alors, ça nous parle, on en est presque convaincus. La difficulté, c'est de faire passer ce message à nos patients, parce que c'est vrai que quand on a, nous, une demande au comptoir, un patient douloureux, naturellement, on ne va pas lui expliquer qu'il va falloir qu'il fasse de l'activité physique, ou en tout cas, on ne sait pas bien faire. Et là, Lucile, forcément, je me tourne vers vous avec votre double casquette. Et peut-être avant de répondre à cette question-là et de nous dire comment vous faites, dites-nous qui vous êtes et quel est votre parcours, parce qu'on a la chance que vous ayez une double casquette. Je vous donne la parole. Et oui, effectivement. Alors, bonjour à tous. Moi, je suis pharmacien d'officine. Ça fait 20 ans que je suis installée à Strasbourg. J'ai une équipe de 10, on est 10. J'ai commencé l'athlétisme, en fait, à 39 ans, parce que j'ai décidé d'aller courir le marathon de New York pour mes 40 ans. Objectif, je m'inscris dans un club et je commence à m'entraîner. Et je tombe sur des coachs qui me disent tu vois, tu n'es pas du tout faite pour le marathon. Tu es plutôt véloce, rapide, tu dois avoir des fibres rapides, essaye de faire de la vitesse. Et donc à 45 ans, je fais mon marathon en 4h20, c'était génial. Et à 45 ans, je décide d'écouter les coachs, et puis je me mets sur un entraînement 200 mètres, 400 mètres, donc sur piste. Et en un an, je fais double championne de France à 45 ans, donc catégorie d'âge. Et puis bien sûr, quand on remporte des titres, on a envie de continuer. En fait, on se fixe des objectifs. Et puis, on devient super assidu à l'entraînement. Donc, du travail, de la rigueur, de la régularité. Et puis, ça paye. Et puis, ça marche. Et puis, je me rends compte qu'en fait, toute cette discipline que je m'impose, en fait, elle me sert énormément dans mon job,
en tant que gérante et dans les relations humaines, je trouve que ça m'a beaucoup aidée. Donc le sport, ça agit sur l'équilibre au quotidien et puis ça vous permet d'être beaucoup moins stressé, beaucoup moins, vous dormez mieux, vous êtes mieux dans votre peau et en fait tout ça, ça se ressent dans votre travail. Et puis petit à petit, donc je me suis prise au jeu et j'ai commencé à parler en fait d'activité physique au comptoir à mes patients parce que mes patients, je les vois tous les jours. On a des patients chroniques, on a des patients diabétiques, on a des patients stressés qui dorment pas. Et clairement, l'activité physique, c'est un bon moyen de se sortir de ce cercle vicieux. On perd de la masse musculaire quand on vieillit. Donc, il y a une prise de connaissance qui est nécessaire aujourd'hui pour faire de l'activité physique. Et moi, mes patients connaissent mon parcours et ils me font confiance. Ça fait 20 ans que je les connais. Je les vois régulièrement. On a cet avantage, nous, par rapport aux médecins. On les voit au moins une fois par mois pour renouveler les traitements. Et quand ils ont des petits bobos, on est là. On les écoute. On peut les prendre en charge. Et aujourd'hui, Paris 2024, c'est l'occasion de saisir la chose et d'être beaucoup plus actif dans nos conseils. Et pour ça, il faut qu'on se forme. Alors, justement, j'ai envie de vous dire, vous, c'est facile, avec la place que vous avez, avec le palmarès que vous avez, forcément, les patients, ils ne peuvent pas vous retoquer ou vous dire, oui, mais bon. Du coup, donnez-nous les clés. Donnez-nous les clés pour qu'on soit aussi performant. Alors les clés, c'est simple, c'est identifier le patient qui vient à l'officine, qui va vous parler de douleur, qui va vous montrer son ordonnance de patient chronique avec maladie cardiovasculaire, qui a de l'ostéoporose, qui a du diabète. Donc le patient aujourd'hui, il faut lui expliquer, il faut lui parler déjà de sédentarité. La sédentarité, c'est quoi? C'est une dépense énergétique qui est proche du zéro et qui augmente les risques de maladies cardiovasculaires, de cancer, je vais avoir du mal à les slider. Donc, il faut parler de sédentarité. La sédentarité, c'est 3 heures par jour assis à un bureau. C'est déjà de la sédentarité. Et donc, c'est déjà mauvais pour la santé. On va parler aussi de... moi, je ne parle pas de sport. Surtout pas parler de sport parce qu'il ne faut pas faire peur aux gens. Il y a des gens qui pratiquent du sport, donc ceux-là sont déjà un petit peu plus au courant. Mais ceux qui ne font pas de sport, il faut leur parler d'activité physique. Et l'activité physique, c'est quoi? C'est augmenter sa dépense énergétique pour brûler des calories et faire fonctionner en fait ses muscles. Et le troisième volet, c'est l'activité physique adaptée. Donc l'activité physique adaptée, c'est depuis 2016, comme on l'a dit au début, c'est recommandé par la HAS et c'est considéré comme un traitement médicamenteux de plusieurs pathologies chroniques. L'activité physique adaptée, ça peut être prescrit par le médecin généraliste, par tous les médecins généralistes. Ça concerne une trentaine d'ALD. Et c'est assez facile en fait d'expliquer au comptoir que ça existe et de les orienter en fait vers leur médecin. Mais la difficulté, d'abord, est-ce que vous, dans votre pratique au quotidien, vous avez beaucoup de prescriptions? J'en ai jamais vu. Ah ouais. Voilà. Donc j'en ai jamais vu. Les médecins autour de moi, ils savent pas la prescrire. Donc il faut qu'on communique. Et le patient n'est pas au courant. En fait, il y a une vraie méconnaissance du sujet sur le patient. Oui. Le patient, quand on lui parle d'activité physique, il a peur. Il a peur. Ah, mon pharmacien, il veut me mettre au sport. Ah, j'ai jamais fait de sport. Comment je vais faire? Il a peur aussi du regard des autres, de ce que vont penser les proches. Mon pharmacien m'a dit qu'il faudrait que je fasse de l'activité physique. Mais qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? J'en ai jamais fait. Ils vont se moquer. Non, on va pas se moquer parce que
parce que c'est bon pour la santé. En fait, il faut absolument qu'on communique auprès du grand public pour expliquer que l'activité physique est nécessaire et que c'est vraiment un gage de santé. On veut aller plus loin, plus longtemps, vivre mieux, eh bien ça passe par l'activité physique. Mais une fois que le patient il a la prescription, encore faut-il l'orienter vers une structure ou vers un professionnel qui pratique, puisque n'importe qui ne peut pas faire ça. Alors, il y a les agences régionales de santé partout sur le territoire qui ont des budgets pour l'activité physique adaptée. Et il suffit simplement d'aller donner en fait à nos patients le numéro de téléphone, c'est un numéro vert de l'ARS. Et l'ARS va prendre en charge en fait le patient avec son ordonnance et va passer un questionnaire et va passer devant une commission et en fait il recevra après les adresses. En fait, il y a des centres un peu partout, mais en fait on les connaît pas. Donc il faut qu'on communique là-dessus. Et alors, au-delà du fait qu'il y ait une méconnaissance et du coup un manque de prescription de la part des médecins, est-ce que vous ne croyez pas non plus qu'il y a un travail à faire auprès du grand public? Parce qu'on sait que les patients, quand ils vont voir le médecin et qu'ils ressortent avec une ordonnance, ils ont envie d'avoir un médicament, ce qui n'est pas le cas. Du coup, est-ce qu'il n'y a pas aussi un travail à faire à ce niveau-là? Et peut-être avant que vous me répondiez, Héloïse, vous, quand vous avez eu ces soucis, que vous étiez douloureuse, vous avez eu des prescriptions médicamenteuses, oui ou non? Et quand on vous a parlé que du sport, alors c'est vrai que le contexte était particulier, mais vous vous attendiez à ça ou vous vous attendiez à avoir un antalgique? En effet, après mon opération, je m'attendais à avoir des antalgiques, ce qui m'a semblé être évidemment la solution suite à cette opération, mais sachant que étant passé de 2 semaines à 12 en béquille et que la douleur ne cessait finalement d'augmenter, avec un genou qui ne cessait aussi de gonfler, à un moment je me suis dit mais c'est pas possible, les médicaments n'agissent plus, j'ai toujours aussi mal, je ne peux toujours pas me déplacer. Et pourtant, ça ne semble pas être la solution de ponctionner le genou pour lui permettre d'avoir un peu plus de mobilité. Mais rien ne m'était proposé à part de commencer la rééducation, mais c'était de manière très très douce en fait. C'était toujours infradouloureux. Donc ok, très bien, mais par contre, j'ai quand même toujours mal et les médicaments ne me soulagent plus suffisamment. Et comme je vous l'ai dit, la solution, ça a été en effet de travailler sur de la douleur, mais de toute façon, je souffrais déjà, mais cette douleur, on l'a passée, hein, évidemment, de manière contrôlée, adaptée. Ça, je pense que c'est important de le dire, parce qu'on a tendance aussi beaucoup à se dire, mais attention, les patients douloureux arthrosiques auront forcément peur de la douleur, mais on vit déjà avec de la douleur au quotidien. Donc, essayer de passer ce message de dire, de toute façon, vous vivez déjà avec de la douleur, donc il vaut mieux que ce soit accompagné via des centres, mais pour vous redonner davantage de mobilité, davantage de confiance aussi en vous, ça vous permettra de passer outre cette douleur et surtout de ne plus craindre, de ne plus avoir peur finalement de son propre corps. Et moi, ça a été le cas parce que passer à 19 ans, d'avoir peur de descendre des escaliers, de me dire, je ne sais même pas si je vais être capable de les descendre sans que mon genou lâche et peut-être me retrouver finalement en bas de ces escaliers, eh ben, franchement, je comprends. C'est aussi pour ça que je suis là, parce que je suis bien placée pour savoir ce que c'est que de vivre avec ces douleurs. Alors que quand on est accompagné correctement, par justement des pharmaciens d'officine qui vont nous orienter donc après pour nous expliquer voilà, il va falloir reprendre un peu l'activité physique parce que là vraiment on en est arrivé à un stade qui est beaucoup trop critique, vous êtes beaucoup trop sédentaire, donc il va falloir se réactiver. C'est nécessaire, il faut qu'on se mobilise davantage pour expliquer que le sport est un médicament. Et alors, concrètement, vous, Lucie, face à des patients sceptiques ou qui ne jurent que par le traitement médicamenteux, comment vous faites? Comment vous abordez les choses? Alors, déjà, le patient, quand il arrive et qu'il a mal, il a son ordonnance, hein, il a son antalgique ou autre. Il faut effectivement lui délivrer son ordonnance avec son médicament, lui expliquer la prise. Mais
Derrière, il faut lui expliquer que la douleur, c'est pas une fatalité. Il y a des solutions autres que médicamenteuses qui existent, qu'il ne connaît pas, et ça passe par l'activité physique. Il faut lui expliquer que de se remettre en mouvement, de ne pas prendre l'ascenseur et de monter les escaliers, de ne pas prendre sa voiture pour faire les 200 mètres pour aller à la boulangerie, mais d'y aller à pied, ça va activer, en fait, ça va faire travailler ses muscles, que les muscles, c'est ce qui tient notre squelette, et le squelette, c'est ce qui nous fait tenir debout. Donc ça, c'est des mots assez simples. En fait, il faut pas leur faire peur, il faut parler avec des mots simples et leur donner des petits trucs, des petites astuces qui sont très facilement réalisables pour pas leur faire peur, pour pas les frustrer non plus. Et effectivement, lancer le sujet sur essayez, on en reparle le mois prochain quand vous revenez. Au lieu de venir à la pharmacie en voiture, vous venez à pied. Vous marchez un peu plus vite, vous changez les chaussures, vous mettez des baskets, plutôt que les petites chaussures, vous passez par le parc, et puis on fait le point dans un mois, vous bougez un peu plus, vous vous mettez sur la balance maintenant, et puis dans un mois, on se remet sur la balance quand on se revoit, et puis vous verrez que bouger plus, ça vous fera pas plus mal, mais au contraire. Et franchement, ça marche à tous les âges, hein, parce que clairement, il n'y a pas d'âge pour commencer à bouger. Hein. Moi, j'ai commencé à 45 ans, j'en ai 54. Oui, il n'y a pas d'âge pour faire du sport, il n'y a pas d'âge pour commencer. Et nous, on est très proches de nos patients. On les voit régulièrement, ils ont confiance en nous. On peut leur parler très franchement et très clairement, et ils sont réceptifs. Franchement, ils sont réceptifs. Alors avec moi encore plus parce que ils connaissent mon parcours, mon parcours d'athlète, c'est sûr. Alors, une question pour toutes les deux, j'en profite. On est aussi souvent confronté aux douleurs menstruelles chez les jeunes femmes. Là aussi, une vraie question, parce que souvent, quand on creuse un petit peu, elles nous disent oui, mais bon, j'ai trop mal, je ne veux pas faire de sport, etc. Comment aborder aussi ce problème qui est un vrai problème? Comment est-ce que vous leur dites? Comment est-ce que là aussi, vous les amenez à parler de cette activité physique plutôt que de prendre régulièrement un traitement tous les mois? Voilà. Héloïse, comment vous avez vécu ça pendant votre carrière? Et ensuite, peut-être Lucie, vous, avec votre regard de pharmacien et votre approche, quelle est l'attitude que vous avez face à cette demande particulière? Alors moi déjà je fais du sport 365 jours dans l'année, donc forcément ça comprend les périodes aussi, les périodes menstruelles. Hein. Donc en effet c'est vrai que c'est des périodes, en ce qui concerne le sport avec un niveau un peu plus élevé où il y a quand même une fatigue clairement, mais par contre ça n'empêche absolument pas de s'entraîner. Donc il y a quand même une forme aussi pour nous d'omerta quand même par rapport aux entraîneurs qui sont beaucoup, pour le coup, beaucoup masculins, mais ils vont nous voir un petit peu plus ronchons, un peu plus fatigués. Et naturellement, finalement, il y aura quand même une forme d'adaptation. Et donc, finalement, les règles n'ont pas d'impact notoire, finalement, sur l'activité. Moi, j'avais des règles extrêmement douloureuses. Et le sport ne m'a jamais empêché de m'entraîner, ni d'aller en compétition, ni d'aller à la natation. Il y en a quelques-uns qui vont se reconnaître, mais voilà. Ouais. Lucille, comment vous gérez ça? Alors, déjà, tout simplement, il n'y a pas de contre-indication à la pratique du sport pendant les règles. Première chose. C'est sûr qu'effectivement, il y a des douleurs, mais on a des traitements antalgiques pour passer cette période-là. Et souvent, chez les jeunes, c'est plus un prétexte de dire que je ne m'entraîne pas parce que c'est pas la bonne semaine. Non, c'est pas contre-indiqué. Donc moi, je les encourage. Je leur dis, vous prenez votre antalgique et vous allez à l'entraînement, comme d'habitude. Et vous vous reposez un petit peu plus, mais c'est tout. Enfin, il n'y a pas de contre-indication. Comment? Le micro. Oui, pardon, désolée. Non, je trouve aussi quand même qu'il y a quand même une nette diminution des douleurs
grâce à la pratique du sport. Sincèrement, moi en tout cas, c'est quelque chose que j'ai remarqué, donc je ne sais pas si Lucille va me... Bah oui, tout simplement psychologique, hein. Ouais. C'est que tu te focalises plus sur ta douleur, tu t'entraînes, tu vas au sport, tu prends plaisir. En fait, c'est surtout ça, hein, le sport, l'activité physique. Il y a un truc dont on n'a pas parlé encore, c'est il faut prendre du plaisir, hein. Oui, Hein, bien sûr. le sport va créer en fait et fabriquer des endorphines. Les endorphines, c'est les hormones du plaisir, hein. Donc Alors, oui, ça joue. Je crois que vous nous aviez préparé, parce qu'on aime bien nous les petits cas concrets, la vie réelle, et je crois, Lucille, que vous nous aviez préparé deux cas qui vont illustrer vos propos et surtout peut-être nous faire comprendre comment placer cette histoire d'activité physique, d'activité sportive dans des contextes particuliers. Voilà. C'est celui-là. Alors là, on est sur Sandrine, 73 ans, qui souffre de gonarthrose. Alors Sandrine, elle a un IMC un peu élevé, hein. Donc on va pas lui dire tout de suite, mais ce serait bien qu'elle perde un peu de poids, mais on va d'abord la questionner, on va pas lui faire peur tout de suite. Sandrine, elle me dit, j'ai très mal à mon genou le matin, même après avoir pris mon antidouleur. J'ai de plus en plus de mal à me déplacer pour aller faire mes petites courses, et j'avais l'habitude de tellement bouger, et puis maintenant, quand je bouge, j'ai mal. Donc, Sandrine, on va la prendre en charge. On va lui poser des questions simples, en fait, pour comprendre, en fait, ce qui se passe, d'où vient sa douleur, ce qu'elle fait pour y remédier. Et donc, Sandrine, elle est retraitée, elle vit seule dans son appartement, donc elle n'a pas de motivation à bouger plus parce qu'elle est seule chez elle. Elle a une douleur en fait qui est apparue en fait progressivement. Son genou gonfle de plus en plus. Elle est de plus en plus gênée à la marche. Donc elle n'ose plus monter les escaliers. Donc elle prend l'ascenseur. Elle fait ses petits trajets en voiture. Ça veut dire qu'en fait elle bouge de moins en moins. Elle devient de plus en plus sédentaire. Et moins on bouge bien. Moins on bouge, plus on s'ankylose. Plus on s'ankylose, moins on a envie de bouger. Plus on a mal, et en fait on rentre dans un cercle vicieux qui est très mauvais, dont il faut absolument sortir. Mais pour en sortir, il faut en avoir connaissance. Et donc bien sûr, elle pratique aucune activité physique, elle en pratique de moins en moins, et elle a surtout peur que bouger va aggraver sa douleur. Donc, Sandrine, bien sûr, elle est suivie par son médecin qui lui prescrit ses antidouleurs et son traitement anti-inflammatoire ou autre. Donc, Sandrine, on va surtout la rassurer. Donc, voilà, vous avez vos médicaments, prenez vos médicaments, on va calmer la douleur aiguë. Pendant les quelques 5 jours ou 6 jours de la prise de médicaments, on va rester un peu tranquille. Vous faites vos activités du quotidien, donc les activités tout simplement de ménage, de jardinage, c'est de l'activité physique, hein, parce qu'en fait on va brûler des calories, enfin on va augmenter la dépense énergétique, donc c'est déjà de l'activité physique. Donc après ces 5-6 jours de plus zen, plus calme, on va remettre en fait tout simplement Sandrine en mouvement, et puis on va lui dire un chiffre que vous pouvez garder en tête, c'est que c'est des recommandations de l'OMS, c'est l'activité physique entre 18 et 65 ans, c'est de faire 30 minutes de marche, 30 minutes d'activité physique modérée par jour, et ceci 5 jours par semaine. Donc 5 jours par semaine, 30 minutes, ça fait 150 minutes par semaine. Et comme Sandrine, elle a mal au genou, on va lui dire, sur les 30 minutes par jour, on va les fractionner en 10 minutes. On fait 10 minutes le matin d'activité modérée, on fait 10 minutes dans l'après-midi et 10 minutes dans la soirée. Donc on va progressivement lui expliquer que bouger, ça va lui faire du bien. Et elle va se rendre compte, en fait, tout simplement qu'effectivement, on a raison. Donc elle va se prendre au jeu et puis et elle va augmenter son activité physique. Donc l'activité physique à lui proposer, comme elle a mal au genou, c'est
tout simplement la marche, la natation, pourquoi pas le vélo, puisqu'on va lui conseiller de faire des sports un peu portés. On se souvient qu'elle a un IMC un peu élevé et que donc on va pas trop solliciter ses articulations au début, puisqu'en fait on va la faire bouger. Et puis on va lui expliquer qu'il faut faire un peu de renforcement musculaire. On va lui expliquer qu'il faut faire des assouplissements. On peut lui conseiller d'aller faire du yoga, du tai chi. Bien sûr, on va lui donner les coordonnées de l'ARS pour lui expliquer qu'il existe effectivement du sport santé si jamais effectivement on se met en mouvement et que ça marche pas, enfin, qu'elle a toujours encore des douleurs. On va lui parler de la prescription du sport sur ordonnance. Non, donc j'imagine que typiquement c'est un cas que vous avez eu à l'officine. Tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Vous les accompagnez, ces patients-là, et donc la question c'est, est-ce que pour évaluer l'impact de ce que vous leur recommandez en termes de douleur, vous utilisez une échelle de douleur, ou simplement vous leur demandez d'évaluer et de voir avec vous si vos recommandations, si l'activité physique a eu réellement un impact, parce qu'en fait c'est comme ça qu'on va aussi arriver à les amener et à les convaincre que c'est bénéfique. Alors personnellement, j'utilise pas l'échelle de la douleur parce que sur des personnes âgées, en fait, ils savent pas trop, ils connaissent pas trop, donc ils savent pas forcément donner un chiffre. Mais moi, je me note en fait les progrès, ce qu'ils font quand au premier rendez-vous, la première fois qu'on les voit, et suite à mes recommandations, ce qu'ils font après. Et en fait, ils sont super contents de me dire « Ah ben voilà, j'ai perdu 2 kilos, je me sens moins fatiguée, j'ai moins mal aux muscles, je sors plus, j'ai même entraîné ma copine, ma voisine, et maintenant on sort à 2, je dors mieux. » Est-ce qu'ils consomment moins, du coup, de médicaments ? Alors l'objectif aussi, c'est effectivement, ils me disent ah bah oui, je prends moins de médicaments. J'étais à 3 prises par jour, maintenant j'en prends plus que le matin, le soir. Et oui, c'est aussi un objectif. Alors là, on était sur le cas particulier d'une personne d'un certain âge. Si le deuxième, vous vouliez nous présenter peut-être un deuxième cas. Mais ce qui est intéressant aussi peut-être sur des jeunes, vous avez aussi ce type d'accompagnement avec des gens plus jeunes, et quel est leur ressenti et leur attitude par rapport à cette proposition d'activité physique? Alors on a aussi le cas, on a tous les cas en fait en officine. Hein. Tous les jours on a tous les cas. Le cas plus jeune, ça peut être le patient qui est sportif et qui s'est blessé à l'entraînement ou enfin qui s'est blessé. Donc la prise en charge, c'est toujours la même. C'est la prise en charge aiguë, c'est traiter la douleur. Et après poser un certain nombre de questions pour comprendre comment ça s'est passé et après l'orienter. On va quand même orienter vers le médecin, bien évidemment. Hein. On va orienter vers le médecin, on a une approche qui est pluridisciplinaire. On va orienter vers l'ostéopathe, vers le kiné. Mais dans un premier temps, on traite la douleur aiguë, on met un petit peu le patient on va un peu l'immobiliser. Donc on a en officine, on a tout ce qu'il faut au niveau de l'orthopédie pour immobiliser un genou, une cheville, un coude, une ceinture lombaire. Il y a plein d'a priori en fait. Il y a plein de gens qui disent attention, on a mal au dos, faut surtout pas mettre une ceinture lombaire. Non, c'est pas vrai. On va mettre une ceinture lombaire sur la douleur aiguë et on va la garder pendant une semaine s'il faut, et puis on va l'enlever progressivement et on va la remettre quand on fait des activités qui sont plus ou moins à risque. Donc oui, des patients douloureux, on en voit tous les jours et on a toutes les armes à l'officine pour apporter les réponses. Mais encore faut-il savoir construire en fait
son approche. Bien sûr, bien sûr. Alors, on a une question là, peut-être on peut y répondre tout de suite. Comment mieux collaborer entre professionnels de santé pour améliorer la prise en charge de la douleur pour nos patients à l'officine? Parce que c'est vrai que là, on a beaucoup parlé pharmaciens. Quand vous faites ça, comment vous échangez avec les autres professionnels de santé et quels professionnels de santé? Alors moi, je donne à mes patients en fait toutes les possibilités. Donc j'oriente vers le médecin traitant, j'oriente vers le médecin du sport, spécialiste du sport. Si j'ai affaire à un sportif, je vais l'orienter directement vers un médecin du sport. J'oriente beaucoup vers le kiné et l'ostéo. J'oriente vers le podologue. En fait, tout dépend de la pathologie. S'il me parle de son pied et qu'il a mal au pied, je vais l'orienter vers le médecin généraliste et lui parler du podologue tout de suite, de façon à ce que le patient soit armé quand il va voir son généraliste et qu'il ait déjà en fait des pistes d'accompagnement. Mais alors justement, je vais pousser un petit peu peut-être la question plus loin, c'est quand vous leur parlez de l'activité physique adaptée et de la possibilité qu'il y ait une prescription, est-ce que vous avez déjà eu des retours de patients qui ont été voir leur médecin et qui les ont sollicités pour ce genre de prescription? Et si oui, quel a été finalement le résultat de ça, quoi? Alors, pour le moment, dans mon quartier, les médecins sont très peu armés à la prescription de l'activité physique adaptée. Donc, moi, j'en parle à mon patient, puis je passe un petit coup de fil à leur médecin traitant et je lui explique ce que j'ai raconté à mon patient. Et du coup, je forme un peu le médecin traitant sur la prescription d'activité physique. Je lui explique comment ça marche et comment il doit faire. Et votre équipe, parce qu'il y a aussi l'équipe, j'imagine qu'il y a des... Enfin, vous les formez, bon, vous êtes bien placé pour les former, mais voilà, comment vous faites pour qu'ils soient aussi percutants que vous, j'ai envie de dire, quand vous n'êtes pas là, avec vos compétitions, votre emploi du temps de sportif de haut niveau? Alors, je suis beaucoup là. Je suis beaucoup là. Il n'y avait pas de jugement. Hein. Alors, quand je suis là, effectivement, l'équipe, c'est facile, elle me passe le relais, parce que c'est plus facile. Bien sûr. Mais l'objectif, c'est que là, on est en train de monter des fiches PRAC, des fiches qualité sur la prise en charge du patient douloureux au comptoir, pour que toute l'équipe sache comment faire. Et après, si c'est une préparatrice qui prend en charge le patient, on va donner. Enfin, si moi je ne suis pas là, c'est mon pharmacien adjoint qui va passer un coup de fil au médecin en disant voilà, on a parlé d'activité physique d'activité physique adaptée à cette personne. On vous l'envoie. Madame Sublon vous a déjà parlé en fait de la prescription et quels sont les 30 ALD qui rentrent dans l'activité physique adaptée et ils sont à l'aise en fait. Héloïse, vous auriez aimé pouvoir avoir un échange de ce type avec votre pharmacien si vous en aviez un à l'époque, ou alors vous étiez dans un milieu très fermé, très encadré? C'est vrai que totalement, j'aurais aimé être orientée parce que du coup, je pense que ça m'aurait déjà fait gagner beaucoup de temps et ça aurait préservé ma santé mentale aussi parce que finalement, après avoir vu le chirurgien qui m'a juste dit que j'allais devoir faire un début de rééducation, je me suis déjà dirigée vers mon pharmacien qui m'a prescrit mes antalgiques. Mais si j'avais eu cette petite piqûre de rappel de me dire oui, évidemment, c'est important de prendre vos médicaments, pour vous soulager, mais quand vous serez en capacité de reprendre davantage l'activité physique, il faudra mettre l'accent davantage sur l'activité physique que sur les médicaments pour vous soulager. C'est vrai que c'est un discours que j'aurais aimé entendre déjà davantage aussi de mon chirurgien, mais aussi des médecins d'officine, des médecins d'officine, parce que ça m'aurait donné plusieurs pistes et de me dire c'est vrai que c'est un message que j'ai déjà entendu, à plusieurs reprises, et j'aurais probablement pas attendu autant de temps pour être mieux accompagnée.
Oui, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que les messages redondants passés par plusieurs professionnels de santé sont importants et donc c'est important que nous nous formions et que nous puissions aussi relayer ce message-là. Alors j'ai une question pour vous, Héloïse. Bonjour Héloïse, merci beaucoup pour votre intervention inspirante. Quels conseils donneriez-vous pour améliorer le parcours de soins des personnes qui souffrent de douleurs? Alors du coup, Allez voir son pharmacien, j'imagine. évidemment. Première chose, allez voir votre pharmacien. Non, c'est vrai que je pense que ce qui est important, c'est de réussir à finalement mettre en lien tous les acteurs qui interviennent lors d'une douleur, en tout cas dans une prise en charge de douleur. Réussir à toujours faire une passerelle pour qu'à un moment, il y en ait un au moins qui puisse finalement sortir la première idée, qui puisse être finalement après relayée à l'autre professionnel. Et c'est peut-être justement cette passerelle qui à un moment va faire naître un processus de guérison, mais en tout cas c'est en ayant fait cette connexion, parce que finalement on a l'impression qu'il n'y a jamais de points communs. C'est un peu ça finalement aussi ce qui m'a permis moi de revenir dans le sport de très haut niveau, c'est que j'ai été au cœur de mon projet et j'ai mis les acteurs autour de moi. Mais ils étaient tous en lien. Et quand finalement j'ai même parlé à mon chirurgien que j'avais repris le sport, il m'a dit comment ça déjà? Ah ben oui, mais il s'avère que c'était la meilleure des choses parce que j'ai pu continuer ma carrière. Lui, il mettait pas un copec sur ma capacité à reprendre le sport. Pour lui, c'était fini. J'allais être incapable de pouvoir ne serait-ce que refaire un footing sans douleur. Et quand il m'a revu quelques années après, il m'a dit j'avais jamais vu ça. Comme quoi, ça prouvait bien que mon cas, il était, mon cas et puis comme d'autres, hein, mais en tout cas, les patients douloureux peuvent s'en sortir, mais en ayant justement fait cette fameuse toile d'araignée qui permet d'avoir toujours finalement un tronc commun et qui est le centre. Finalement, c'est le patient, mais il y a toujours des connexions qui permettent de revenir au patient qui, lui, c'est finalement, en théorie, normalement, mieux que quiconque ce dont il a besoin, mais on a besoin que tout le monde soit en connexion. Ce que vous nous dites, c'est que l'interpro, c'est hyper important. Oui. On le savait, mais vous enfoncez le clou. J'enfonce. Voilà. Lucile, quelles sont les activités sportives à privilégier? Est-ce qu'il y a des contre-indications à l'APA et lesquelles? Alors, les activités sportives à privilégier, en fait, clairement, si vous voulez refaire en fait de l'activité physique, c'est faites-vous plaisir. Donc, faites ce que vous avez envie de faire. Il faut prendre du plaisir parce que sinon, ça ne va pas marcher. Votre médecin va vous dire, bon, ben voilà, je vous prescris les 10 séances d'activité physique et puis vous allez dans un centre et en fait, ils vont vous faire des choses que vous n'aimez pas. Donc non, faites ce que vous aimez. Même des sports, il n'y a aucune activité physique qui est interdite. Le professionnel de santé qui va prendre en charge le patient va adapter en fait l'intensité de l'effort, la durée de l'effort, le sport à la personne qui se présente avec son ordonnance. Donc il y a zéro risque. Alors, les questions défilent, donc on va peut-être s'arrêter parce qu'il y en a des très intéressantes. Celle-ci, elle est pour vous, Lucile. Identifier le niveau d'activité physique nécessite un vrai questionnement du patient et du temps, ce fameux temps qu'on n'a pas. Vous répondez quoi? Alors, oui, en officine, on n'a pas beaucoup de temps, clairement. Par contre, on sait rapidement identifier nos patients qui ont des douleurs, ils nous le disent, donc c'est facile. Leur donner, je pense qu'il faut dans un premier temps surtout leur expliquer que c'est important de faire de l'activité physique et de sortir de la sédentarité. Que ça, c'est vraiment un enjeu de santé publique et que c'est pour mieux vieillir, il faut qu'ils aient cette connaissance-là. Donc, et après, tout simplement, on sait on voit leurs ordonnances, donc on sait quels sont les besoins. Donc, on leur dit simplement que le médecin a le droit de prescription et qu'ils aillent voir leur médecin, qu'ils en parlent.
Nous, on peut préparer le terrain en amont et on en reparle le mois d'après quand ils renouvellent l'ordonnance. En fait, ça peut aller très vite. Concrètement, ça prend combien de temps? Concrètement, ça prend 5 minutes, 5 minutes de temps supplémentaire dans l'explication de l'ordonnance. Alors, autre question, est-ce qu'il y a des brochures à donner aux patients avec le numéro de téléphone de l'ARS? Oui, alors on en a fait avec Sanofi. Donc on a fait des petites docs sur la lombalgie et sur l'arthrose, et il y en a d'autres qui vont sortir justement avec les numéros verts des ARS. Peut-on envisager des entretiens sport à l'officine avec une prise en charge sécurité sociale? Ça tombe bien. Eh bien non, la Sécu ne paye pas. Par contre, il est prévu par les mutuelles, et beaucoup de mutuelles, 4 entretiens dans le parcours de vie d'un patient qui sont remboursés par la mutuelle et qu'on peut facturer 30 €. Alors, je peux peut-être compléter parce qu'effectivement, il y a des mutuelles qui prennent en charge, mais dans des contextes aussi très particuliers, il y a tout ce qu'on appelle les dispositifs d'appui à la coordination, les anciens fameux réseaux, qui ont aussi des budgets pour les patients, alors notamment en oncologie, et qui proposent justement des séances d'activité physique adaptée sans reste à charge pour le patient, parce que c'est ça aussi le frein, parfois, c'est le reste à charge pour le patient. Alors là, je répondais à la question du patient qui vient faire en fait un petit point avec son pharmacien sur ses douleurs et son activité physique, effectivement. Donc il y a ces fameux 30 € 4 fois dans une vie payés par la mutuelle, mais il y a effectivement l'activité physique adaptée qui est donc prise en charge par l'ARS. Et finalement, le patient, ça lui coûte pas très très cher en fait. Alors, le temps défile, donc une dernière question. Quelles sont les douleurs les plus fréquentes chez les sportifs et comment les identifier en officine? Alors là, on peut peut-être avoir d'abord le point de vue d'Héloïse sur, chez les sportifs, les douleurs les plus fréquentes, et puis après Lucille, et qui répondra aussi à la deuxième partie de la question. Héloïse? Les plus fréquentes, forcément, ça dépendra du sport. Mais sincèrement, j'ai vu tellement de... Tout, J'ai le tellement dos, souffert. Non, les sincèrement, c'est genoux, tout. Enfin, oui, ça part des chevilles aux genoux, aux hanches, au dos, aux épaules, aux cervicales. Je sais pas. Enfin, sincèrement, je pense que ça dépend vraiment du sport et du coup du groupe musculaire qui sera activé à ce moment-là et du coup aussi justement des muscles qui sont plus ou moins développés et qui permettent de tenir ou pas l'articulation. Donc, on sait très bien qu'il y a beaucoup de... Je pense que tu dois en voir beaucoup d'entorses, que ce soit des chevilles, de genoux ou d'épaules. Mais bon, voilà, on voit de tout. Alors si par exemple on parle d'entorse, effectivement l'entorse, la plus fréquente c'est la cheville. C'est la cheville et ça c'est les stats en fait, c'est la cheville et après c'est le genou. Mais les douleurs à l'officine c'est tout, hein, c'est tous les jours, Oui. c'est plusieurs fois par jour, c'est des patients de différents âges et ça concerne tous les endroits du corps. Et je crois que vous avez un peu répondu à la deuxième partie de la question. Quelles sont les solutions que vous proposez? Donc, les solutions orthopédiques, j'imagine. Toujours la première solution, c'est l'aigu, donc le soulagement de la douleur avec les antalgiques, clairement. Et après, effectivement, les solutions, quand il faut immobiliser un petit peu, il y a tout l'appareillage orthopédique qu'on a dans nos officines, qu'on peut conseiller en amont, et puis on peut très bien passer un coup de fil au médecin en disant voilà, j'ai vu madame Untel, ce serait bien qu'on immobilise sa cheville pendant 15 jours, je vous l'envoie. Et en fait, l'interprofessionnalité, ça marche bien. Hein. Les médecins sont très heureux. Alors avec moi encore plus parce qu'ils savent de quoi je parle. Quand on a une douleur, effectivement, quand on a un sportif, effectivement, ils me disent Lucille, qu'est-ce que je prescris? Dis-moi ce que je dois faire. Le temps file, on arrive à la fin de cette session. J'ai envie de vous demander à chacune un mot de conclusion. On va peut-être commencer par vous, Louise. Oui, alors est-ce que je peux en dire 2 ou pas? Oui.
Bien Et sûr, très rapidement. bien sûr, mais pas plus. Non, mais parce de- qu'en fait, on parlait de bon bah voilà l'activité physique au comptoir, etc. Et des pharmaciens qui disaient oui, mais j'ai pas de prescription, par exemple, ce qui est un très bon point et qui montre vraiment qu'on en est qu'au début, quoi. Et là, je pense que nous, en tant que laboratoire, on a aussi un rôle à jouer. Et nous, on va voir aussi via des visiteurs médicaux, les médecins généralistes, on les sensibilise aussi à ce sujet-là. L'idée étant que la boucle soit bouclée de la meilleure manière qui soit. Et par contre, c'est vrai que c'est un travail de longue haleine et qu'on commence seulement maintenant en surfant finalement sur les jeux qui nous aident beaucoup. Il fallait bien que ça commence quelque part. Tu as raison, Héloïse. Et le deuxième point, ça serait, oui, effectivement, pendant les jeux, il y aura il y a un monde un peu supérieur à d'habitude qui va être là. Et du coup, se pose aussi la question de la disponibilité des produits. Alors, bon, sachez que nous, aujourd'hui, on a prévu en conséquence les produits chez Sanofi, mais qu'effectivement, lors de cet événement d'envergure, il va y avoir beaucoup en fait, d'enjeux aussi de transport, de routes qui sont bloquées, etc. Et que finalement, la clé, c'est sans doute, je dirais, l'anticipation. En fait, voilà, avant cette période-là, ce sera vraiment la clé. De manière très opérationnelle. Nous voilà rassurés, il n'y aura pas de rupture de stock. Héloïse? Alors, un petit mot de la fin, ce serait ayez confiance en vous, au message que vous délivrez auprès des patients parce que vous êtes parce que pour moi, le pharmacien reste quand même la première personne que l'on vient voir en cas de pépin, quel qu'il soit. Et je pense que vous êtes quand même, pour beaucoup de cas, le premier maillon d'une chaîne qui peut, du coup, finalement, d'un cercle qui peut être vertueux. Donc voilà, merci à vous. Lucille? Moi, je dirais, il n'est jamais trop tard pour bouger. Je dirais que plus on bouge mieux. Et moins on ressent la douleur. Et je dirais aussi que personne n'est suffisamment en bonne santé pour se passer d'activité physique. Que c'est beau, merci. Alors, on l'a bien compris, hein, l'effet antalgique de l'activité physique n'est plus à démontrer. Et déjà au XIIe siècle, un médecin, Moïse Maïmonide, disait « Si quelqu'un mène une vie sédentaire et ne fait pas d'exercice, néglige les voies de la nature, même s'il mange de la nourriture saine, en accord avec les préceptes médicaux, il sera, durant sa vie, sujet au mal et aux douleurs, et sa force lui fera défaut. » Alors nous ne sommes plus au XIIe siècle et nous savons, aujourd'hui, nous connaissons le mécanisme au niveau physiologique, puisqu'il semblerait que l'activité physique réduirait au sein de la moelle épinière l'efficacité des récepteurs au NMDA, qui sont des récepteurs qui contribuent à amplifier la douleur, de même que le fait de bouger agit sur l'immunité en augmentant une famille de macrophages, les M2, qui sont impliqués dans notre réparation et cicatrisation cellulaire et qui possèdent un effet anti-inflammatoire. Vous l'avez donc bien compris, l'activité physique adaptée comme stratégie de prévention de la douleur et de traitement des maladies chroniques doit faire partie aujourd'hui de la prise en charge des patients douloureux et le sport sur ordonnance doit être une réalité. Merci à vous.